De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daouda Talmani-Kacher et Gracien Rokindi-Kiza sont toujours avec nous. Et la deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne va se tenir du 15 au 17 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'occasion de réfléchir sur la création d'un modèle financier propre au continent africain. Les réflexions porteront également sur les stratégies de mobilisation d'épargne visant à développer les entreprises. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Enjeu de santé publique, la lutte contre les aliments insalubres devient une priorité pour l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé appelle à une meilleure sécurité sanitaire des aliments à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. L'Organisation des Nations Unies, gouvernements, communes. On a encore eu un problème technique, c'est pas notre jour, hein. Désolé messieurs, désolé à tous. Alors, un modèle financier propre à l'Afrique, c'est ce dont a besoin le continent, Gracien? Oui, pour avoir un modèle financier propre, il faut aussi avoir la collecte des fonds propres au niveau de l'Afrique, parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, on parle d'entreprises, de croissance, tout ça, mais en général, on va chercher les fonds à l'étranger, alors que les Africains ont l'argent. Il y a la masse monétaire en Afrique, mais le problème de la masse monétaire africaine, c'est qu'elle ne circule pas suffisamment. L'argent reste dans des endroits donnés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais l'argent n'est pas collecté pour servir à investir, pour financer les entreprises, pour financer les économies. Donc c'est surtout au niveau des pouvoirs, c'est de cette façon-là qu'ils peuvent faire, notamment pour que les gens, au moins tous les Africains, aient un compte bancaire. On ne garde pas l'argent à la maison, et en même temps qu'il y ait des systèmes d'investissement que les gens puissent acheter, pas comme à la bourse, mais plus ou moins que quelqu'un. Moi, j'ai l'argent, j'ai 1000 euros ou j'ai mis 1 million de francs CFA, que je puisse acheter une partie d'une entreprise que je vois qui est rentable. C'est de cette façon-là qu'on peut mobiliser l'argent, et sinon, on va continuer à chercher l'argent de la Banque mondiale, du FMI, alors qu'on laisse l'argent en Afrique, en Europe. Les entreprises ont besoin de financement. Alors, Daouda a créé son propre modèle financier, et ça veut dire que celui que nous avons actuellement est certainement calqué sur celui des économies occidentales, et donc que ça ne correspond pas aux besoins des Africains. Oui, ça ne correspond pas aux besoins des Africains quand on parle de monnaie, etc. Là-dessus, moi, je suis d'accord. Par contre, il faut savoir aussi qu'on est dans une économie mondialisée aujourd'hui, et malheureusement, la volonté d'une seule entité géographique, soit-elle un pays ou un continent, ne suffira pas à bousculer toutes les règles qui sont déjà établies. Les gens commercent un peu de partout. Il y a différents moyens de paiement qui sont conventionnés à l'échelle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc, j'ai un penchant pour ça. Par contre, en fait, il faudrait juste essayer de s'adapter et puis essayer de changer le système petit à petit, peut-être. Et le port ivoirien de San Pedro entame ce mois-ci un roadshow à la recherche de 300 millions de dollars tout de même. Ce port de Côte d'Ivoire est le point d'exportation des fèves de cacao de premier plan et prévoit une mise à niveau visant à le positionner au plan du plus grand centre d'expédition d'Afrique de l'Ouest, y compris pour les produits minéraliers que sont le fer et le nickel. Birama Saonera. Agrandir et moderniser le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, voici l'un des objectifs des autorités portuaires. Pour ce faire, un roadshow sera organisé ce mois d'avril. Objectif, récolter 180 milliards de francs CFA afin de financer les travaux de modernisation de cette infrastructure. Dans le cadre de la réalisation de la première phase d'extension du port, nous devrions être, non pas à 5 000 tonnes, mais au moins à 20 à 25 millions de tonnes. Je dis 5 millions de tonnes, pardon, à 25 millions de tonnes. Et quand naturellement le grand investissement concerné par les produits minéraliers venant de la partie ouest de la Côte d'Ivoire seront réalisés, c'est autour de 75 millions de tonnes, voire 100 millions de tonnes qui passeront par le port de San Pedro. Le port de San Pedro est le deuxième grand port de Côte d'Ivoire. L'extension du terminal à conteneurs devrait démarrer en septembre prochain pour un coût de 400 milliards de francs CFA.
La construction d'autres projets sont aussi prévus par les autorités, notamment un terminal minéralier de nickel, de fer et des produits pétroliers. L'ensemble de tous ces investissements en ce qui concerne le port de San Pedro sont réalisés. Et sachant également que le port d'Abidjan est en train de connaître une extension, nous pensons que le volume global de trafic qui sera traité par le système portuaire ivoirien devra permettre à la Côte d'Ivoire et donc à ce système portuaire-là de se positionner dans le trio, en tout cas, au niveau de la côte ouest de l'Afrique, sinon sur le continent africain. Le port de San Pedro est le premier port au monde pour les exportations de cacao. Il expédie plus de la moitié de la production totale de la Côte d'Ivoire. En plus de 690 000 tonnes de cacao et de café expédiés de San Pedro, 4,32 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port en 2013. Daouda, que pensez-vous de ce projet d'extension et de modernisation qui va coûter 300 millions de dollars ? Je pense que c'est une bonne chose, puisque ça permet de développer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. C'est bien cette diversification, étant donné que ce port de San Pedro était axé plus sur le cacao, et là on parle de diversification qui va du coup avec la volonté de diversifier l'économie ivoirienne selon le plan qui veut porter la Côte d'Ivoire à l'émergence à horizon 2020. Dans ce plan justement, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour exploiter des mines, davantage de mines en fait, que ce soit le fer, le manganèse ou les phosphates, et ce port-là devrait servir à aussi faire transiter toutes ces ressources minières, puisque diversifier, multiplier la production, l'exploitation minière sans avoir un terminal qui puisse l'acheminer vers les pays, etc., ça pose un problème. Mais encore, il faut aller dans la transformation, et j'espère que tout cet argent va créer de l'emploi aussi. Oui, alors, Gratien, ce genre de projet titanesque, est-ce que ça confirme la place de leader économique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest ? Oui, ça fait partie des éléments qui confirment cette place, mais en même temps, c'est une place qui s'acquiert en même temps que le pays évolue vers la paix, parce que le pays a été secoué pendant un certain moment par une guerre civile, et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire reprend sa place. À certains moments, il y avait d'autres pays qui émergeaient, mais on peut dire qu'avec ce port, notamment, le pays va beaucoup s'ouvrir aux autres qui sont à l'intérieur du continent, et c'est toujours bien pour la Côte d'Ivoire. C'est une création d'emplois, et en même temps, ça va générer des emplois et aussi de la richesse. Alors, Daouda, on a l'habitude sur le continent de ce genre de méga projets qui coûtent des centaines de millions de dollars. On dit de ces projets justement qu'ils vont avoir des répercussions sur le niveau de vie des populations, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Tout dépend de comment est organisée la chaîne économique. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est là. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Mais encore, c'est trop tôt pour le dire. Entre le plan de la Côte d'Ivoire, le plan Gabon émergent, le plan d'urgence du Cameroun, le plan Sénégal émergent et bien d'autres, même on peut se déplacer, aller vers l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya et tout ça, ça bouge. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire puisque c'est une nouvelle dynamique. On a une croissance, la réalité c'est qu'on a une croissance qui ne produit pas d'emploi et qui ne permet pas vraiment d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais à moyen long terme, si on continue ces investissements, je pense que ça pourra avoir un impact. On l'espère. Et on va passer aux chiffres du jour, puisque sachez que Mohamed Salah Boultif, le PDG d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a annoncé qu'Air Algérie va étendre ses destinations africaines dans les 2 prochaines années. Le chiffre du jour, c'est 9 lignes, puisque 9 nouvelles lignes vont être ouvertes. En 2015, des vols réguliers vont desservir l'Éthiopie et le Tchad. Dès l'été 2016, on aura le Cameroun, le Gabon et le Maroc, puis ensuite Marrakech, et ensuite la Guinée-Conakry, la Gambie avec Banjul et le Bénin avec Cotonou pour finir, Lomé avec le Togo. Malik. Oui, c'est une bonne nouvelle, le déploiement d'Air Algérie sur le continent africain. Je pense que cela répond aussi à une volonté politique. On sait qu'Air Algérie est une entreprise publique, et donc elle dépend de l'État, et elle a les moyens financiers pour pouvoir avoir cette ambition-là. Vous savez qu'Alger doit devenir, d'ici 5-6 ans,
a l'ambition de devenir un véritable hub aéroportuaire et accueillir 16 millions de passagers. Donc je pense, de par sa position stratégique, sur le plan géographique, Alger a les moyens de son ambition et Air Algérie aussi. Maintenant, Air Algérie, dans ce processus-là de modernisation ces dernières années, de renouvellement de sa flotte, maintenant la flotte d'Air Algérie c'est moins de 10 ans, donc l'acquisition de plusieurs appareils de gros porteurs, de moyens et gros porteurs, lui permet, je pense, de se projeter vers l'Afrique, notamment subsaharienne. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie essaie de réimpulser un nouveau partenariat avec l'Afrique subsaharienne, un nouveau partenariat économique qu'elle avait laissé longtemps au Maroc. On connaît les relations privilégiées qu'a le Maroc avec toute cette partie de l'Afrique. Maintenant, l'Algérie, je pense qu'en redynamisant ces lignes-là et en créant de nouvelles, veut concurrencer le Maroc. Et je pense que c'est une bonne chose. Oui, Gracien, parce que là, on a l'impression en fait que l'Algérie veut rattraper le Maroc justement dans cette stratégie de dynamisation, de coopération sud-sud. Oui, on voit bien qu'il y a une certaine concurrence entre les deux pays, les deux frères. Ils ne sont pas très amis, comme on pourrait le souhaiter. Mais en même temps, il faut dire que les compagnies africaines qui se développent, c'est une bonne chose, très bien. Mais on a l'impression que ces compagnies sont plus chères que les compagnies européennes. Il y a, en principe, quand on voyage d'un pays africain à un autre, on se retrouve avec des tarifs qui sont élevés. Souvent, les gens préfèrent passer par l'Europe avec des compagnies qui, souvent, c'est moins cher. Alors, on peut se demander, je pense, l'Algérie pourrait faire des efforts, notamment, sont surtout des économies sur le fonctionnement, l'organisation, pour que le coût de revient de transport d'une personne soit réduit pour que le prix soit assez bas, permettre aux Africains de voyager réellement. Non pas avoir des compagnies pour relier les pays entre les pays, mais vraiment que ce soit un produit, un service moins cher pour les Africains. Alors Malik, je vous donne la parole parce que je vois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec les propos de Gracien. Pour une fois, en partie, je ne suis pas d'accord avec Gracien parce que je pense qu'on a cette habitude de comparer les compagnies entre elles et de voir qu'il y a une compagnie qui a des tarifs moins élevés et d'autres plus élevés. Bon, c'est un peu normal de comparer. Oui, mais on compare ce qui est comparable. On compare des compagnies low cost à des compagnies nationales, ce n'est pas comparable. Quand on voit la flotte d'Air Algérie, qui est composée de Boeing 737, 747, de nouveaux Airbus à 330, à 320, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas comparables. Maintenant, il y a une étude intéressante qui a été menée il y a quelques années, justement pour voir si Air Algérie était plus cher que ses concurrents. Et il s'avérait qu'il y a des compagnies privées qui officient en France, et je ne vais pas les citer, sont plus chères qu'Air Algérie sur certaines périodes de la saison. Que pensez-vous de la qualité d'Air Algérie? Oui, il y a des choses à améliorer, bien évidemment. Les passagers pointent leur mécontentement sur les réseaux sociaux, souvent c'est le cas. Et je pense que c'est des problèmes, il ne faut pas les cacher, ça existe dans toutes les compagnies, mais Air Algérie, c'est latent et ça dure depuis plusieurs années. Il ne faudrait pas d'abord améliorer la qualité de son service avant d'ouvrir les lignes? Mais vous savez, il y a une telle demande que beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup le choix. Ils sont obligés de prendre les compagnies qui leur permettent de voyager le plus rapidement possible. Donc les passagers, parfois, n'ont pas le choix. Il y a incontestablement une nécessité d'améliorer les services de cette compagnie, mais je pense qu'elle va y arriver, mais ça demande un processus assez long. Merci Malik d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, ce fut un plaisir. Merci à vous également Gracien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous Daouda. Merci Amira, bonsoir à tous et à tout le monde. C'est donc la fin de cette émission. Excusez-nous pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom. À très vite.